Bonjour, bienvenue avec Où sont parus, votre émission de débat sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. Entreprendre, être l'architecte de son devenir professionnel, cela fait rêver. Mais au final, combien sommes-nous à oser franchir le pas? Sommes-nous incités par notre environnement à dépasser... C'est pas seulement utile pour l'entrepreneur, mais c'est aussi utile pour ceux aussi qui ambitionnent de devenir salariés, parce qu'il n'y a pas de mal à ambitionner à devenir salarié et faire une carrière corporate. Mais le fait d'enseigner la prise de risque, la prise d'initiative, de développer la confiance en soi et tous les soft skills dont Oussaïd a parlé, fait que plus tard, quand on se retrouve en entreprise, les gens arrivent à travailler en équipe, arrivent à travailler au sein d'une entreprise, même s'ils ne sont pas entrepreneurs eux-mêmes. Donc c'est bien de développer les entrepreneurs, mais c'est aussi bien de développer... Passer nos craintes et nos appréhensions, c'est ce que nous allons essayer de savoir aujourd'hui avec notre tour de table. Nous avons intitulé cette émission « Comment encourager l'entrepreneuriat au Maroc ?» Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord, Hicham Zoubeiri, vous êtes entrepreneur, ancien président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Vous présidez actuellement l'Entrepreneurship Academy, une institution affiliée au CJD et dédiée à la formation des jeunes entrepreneurs. Bonjour Hicham Zoubeiri. Bonjour. Également avec nous Fatem Zahra Oukacha, directrice générale de SID Maroc. SID est une ONG qui accompagne les entrepreneurs pour améliorer la croissance de leur entreprise. Depuis 2006, vous avez vous-même créé, développé et vendu 3 entreprises. En 2016, votre ONG projette de quadrupler sa capacité d'accompagnement pour atteindre les 250 entrepreneurs. Beaucoup d'ambition, Fatem Zahra Oukacha. Bonjour. Bonjour. Également avec nous Abnbi Aboul Arab, président du Centre marocain pour le développement et la démocratie. Vous êtes également enseignant à l'Université Mondiapolis de Casablanca. Vous enseignez le marketing, le management et l'entrepreneuriat. Bonjour Abnbi Aboul Arab et merci d'être avec nous dans ce tour de table. Bonjour. Bonjour Smedi. Également avec nous Fatem Zahra Diaz, consultante et entrepreneur. Vous fondez en 2012 New York Lab, une plateforme innovante qui connecte les entrepreneurs, les accompagne et les met en relation avec différents partenaires au Maroc et dans le monde. Vous ambitionnez de participer à la création et au développement d'une Silicon Valley marocaine. Bonjour Fatem Zahra Diaz. Bonjour. Et enfin, pour clore ce tour de table, Oussaïd Bouayed, vous êtes directeur des opérations et finances du Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. Vous avez participé à l'ouverture d'un espace de travail collaboratif ouvert aux entrepreneurs et freelanceurs à Rabat. Actuellement, vous travaillez sur le projet de lancement d'une plateforme de financement participatif. Bonjour Oussaïd Bouayed. Bonjour. Tout de suite, l'édito préparé par la rédaction. On se retrouve juste après pour vos réactions. Le Maroc regorge de success stories qui donnent envie de croire en l'entrepreneuriat. L'idée qu'avec une bonne idée, au bon moment, on peut atteindre des sommets. Des hommes et des femmes partis de rien, souvent même des autodidactes qui n'ont pas ou peu connu les bancs de l'école et qui ont réussi, très bien réussi après avoir réuni en apparence toutes les conditions de l'échec. Cette volonté de ne pas subir, d'être acteur plutôt que spectateur, c'est la volonté d'entreprendre, d'investir. Investir, c'est croire. Croire en soi d'abord, mais aussi croire en l'environnement, aux produits ou aux services proposés. Et si nous sommes aussi nombreux à vouloir un jour créer notre entreprise, c'est que l'idée porte en elle-même une part de rêve et même une forme d'excitation. Seulement, à côté de la volonté, du rêve, de la motivation et de l'excitation, il y a une réalité qui freine les élans de beaucoup. Crise économique, manque de liquidité, manque d'expérience professionnelle et peur de l'échec. Autant de facteurs qui contribuent à ralentir le rythme de l'entrepreneuriat. Pour ceux qui osent, entreprendre est un objectif, l'aboutissement naturel d'une longue carrière. On peut aussi, très jeune, se faire à l'idée qu'on ne serait jamais le salarié de quelqu'un et que nous serons des self-made men pour qui la satisfaction personnelle est de se construire en rajoutant chaque jour une petite pierre à l'édifice de notre projet. Créer son entreprise, c'est aussi le pouvoir d'être autonome, responsable et libre, armé de volonté et de compétences pour affronter les forces du marché, lieu de toutes les vérités, les bonnes et les moins bonnes. Mais avant d'être ou de ne pas être un entrepreneur dans l'âme, il est sûr qu'en fonction de la situation sociale, intellectuelle et matérielle de chacun, nous ne partons pas tous avec les mêmes possibilités. Par ailleurs, certains marchés sont plus pénétrables que d'autres, les bureaucraties et les lenteurs administratives changent et avoir le bon projet ne suffit pas ou ne suffit plus.
Si depuis une dizaine d'années, le Maroc a facilité la création d'entreprises, c'est que leur rôle sera de plus en plus déterminant dans l'économie nationale, car oui, il faut se rendre à l'évidence, l'État ne peut pas tout faire. Résorber le chômage, participer à la formation des jeunes, construire des écoles, des hôpitaux. Du coup, plus l'État aide le privé, plus le privé se portera mieux et le lui rendra bien. Mais quid des réflexes des Marocains pour l'acte entrepreneurial? Sommes-nous un peuple marqué par l'obsession de la sécurité du salariat ou sommes-nous dans une position de risque calculée propre à de nombreux entrepreneurs? Sommes-nous dans une société et dans un système politique encourageant qui nous ouvre ses portes ou plutôt dans un système où la prise de risque est suspecte et observée avec méfiance? Comment encourager l'entrepreneuriat au Maroc? C'est le débat de cet après-midi dans Avec ou sans parure. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Ajnbi Abou Arab, je rappelle que vous êtes président du Centre marocain pour le développement et la démocratie. Vous êtes également professeur universitaire. Réaction à l'édito pour commencer. Merci Simedi. Alors moi j'ai trouvé l'édito assez complet. Il pose en réalité la problématique relativement complexe de cet acte qui n'est pas nécessairement un acte naturel mais social, à savoir l'envie d'entreprendre, l'entrepreneuriat, la création d'entreprise. Nous vivons une transition dans ce pays dans lequel la prise de conscience vis-à-vis de ce phénomène est en train de, je dirais, de maturer, de prendre forme, mais le chemin reste, je dirais, encore assez loin pour nous. Il faut beaucoup d'efforts, il faut une sensibilisation, il faut une intégration de cette question de l'entrepreneuriat très très jeune, je dirais, dans le cursus scolaire, dans les priorités auxquelles nous orientons nos programmes scolaires, nos programmes d'enseignement, nos programmes universitaires. Le débat va être intéressant pour moi. Et pour nous aussi, on l'espère, et pour nos auditeurs surtout. Hicham Zoubeiri, entrepreneur et ancien président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Réaction à l'édito. Alors je pense que c'est un édito en fait complet. Il plante le décor sur la problématique de l'entrepreneuriat. Moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est que l'entrepreneuriat, en fait, c'est un acte naturel. C'est un acte le plus naturel possible. C'est-à-dire qu'il y ait le droit d'exercer l'initiative privée de tout un chacun. Donc, ce qui n'est pas naturel, ce sont surtout les contraintes qui sont, en fait, que trouvent les entrepreneurs pour passer à l'acte et pour créer leur propre entreprise. Nous aurons l'occasion en fait de parler de ces contraintes parce que je rebondis sur l'idée de Abou Arab pour dire que effectivement l'esprit d'entreprendre vient d'abord depuis l'enfance, depuis l'école primaire, depuis la famille. Il faut développer l'esprit d'initiative chez nos jeunes pour qu'ils puissent devenir des entrepreneurs plus tard. Fatem Zahrabias, consultante et entrepreneur, réaction à l'édito. Écoutez, je pense qu'effectivement, l'édito a permis de mettre le point sur un certain nombre d'éléments. Entreprendre, c'est d'abord un individu qui décide à un moment de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est aussi un environnement. L'édito a parlé justement du rôle de l'État, mais il y a également d'autres acteurs en fait qui sont indispensables au développement de cet écosystème entrepreneurial, comme le rôle des grandes entreprises qui, elles, peuvent contribuer au développement de cet écosystème en achetant par exemple le service d'entrepreneurs, le rôle des universités dans la formation de jeunes talents qui pourront par la suite soit entreprendre, soit rejoindre des jeunes entreprises. Et donc le financement également, qui est un point crucial, comment trouver les leviers de financement quand on développe son entreprise. Donc je pense que ce sera un débat extrêmement riche et ravi d'être là. Fatem Zahra Oukacha, directrice générale de CID Maroc, pour toujours compléter ce tour de table, votre réaction à l'édito. Je suis aussi de l'avis que l'édito a été assez clair, il a bien résumé la situation. Ça a commencé par deux termes qui me parlent beaucoup, le rêve et l'excitation. Et après le rêve et l'excitation, quand on commence à rentrer dans l'opération, l'entrepreneur il est confronté à certaines réalités en relation avec notre cadre réglementaire, avec notre cadre culturel et avec aussi la conjoncture économique. Donc, j'aimerais bien que le débat ne se limite pas à l'acte de création, mais aussi au développement de l'entreprise, à la création de valeur, à la création d'emplois et au rôle de l'entrepreneur dans le développement économique et social du Maroc.
Oussaïd Bouayad, directeur des opérations et finances du Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. Voilà, je pense que voilà, tout a été dit dans l'édito, dans la réaction. Donc cette question d'entrepreneuriat et l'édito soulève la complexité du concept du thème et aussi soulève qu'il s'agit de tout un écosystème. On parle d'État, de gouvernement, de financement. En même temps, on parle d'action. Il ne faut pas attendre que les choses soient faites, mais de créer le changement soi-même, etc. Donc voilà, c'est tout un thème, c'est tout un écosystème auquel il faut faire attention. Alors, je vais commencer par vous, Hicham Zoubeiri, puisque vous êtes à la fois entrepreneur et ancien président, en tout cas, du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Quel constat est-ce que vous faites de l'entrepreneuriat au Maroc? Est-ce qu'au fond, sans vouloir être pessimiste, est-ce qu'il n'y a pas plus de promoteurs de l'entrepreneuriat que d'entrepreneurs? En fait, d'après mon expérience... On en parle beaucoup, je veux dire, dans ce domaine. Est-ce qu'on arrive à créer suffisamment d'entrepreneurs? On ressent qu'il y a un potentiel énorme. Il y a une volonté énorme chez les jeunes, chez les privés, chez tous les individus pour créer leur propre entreprise. Sauf qu'il y a des obstacles, des contraintes qui bloquent de passer à l'acte. Premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons un système éducatif, l'enseignement marocain aujourd'hui, et je le dis et je suis responsable de ce que je dis, est défaillant en matière de création, d'esprit d'initiative chez les jeunes, chez les écoliers, même au niveau des familles, nous avons tendance à bloquer l'esprit d'initiative chez nos enfants. Et c'est une culture qui malheureusement bloque. Elle vient de quoi, cette culture? C'est une culture de respecter le plus grand, de ne pas faire bouger les lignes, de ne pas prendre des initiatives, en fait d'imiter beaucoup plus que de créer. Et malheureusement, on retrouve ce produit-là au niveau des universités, on le retrouve au niveau du marché du travail. Donc ça bloque les gens pour passer à l'acte et pour créer leur propre entreprise. Deuxièmement, c'est une culture parce que nous avons une image négative de l'entrepreneur. L'entrepreneur a cette image de Moulchkara, l'entrepreneur a cette image de quelqu'un qui ne pense qu'à... Aujourd'hui, en 2015 moi, je ne parle pas de Casa, de Rabat, de Marrakech, je parle du Maroc profond. Le fait d'aller prendre l'initiative et d'être entrepreneur et de faire employer des gens, etc., les gens ont tendance à penser que c'est quelqu'un qui travaille dans l'informel, qui ne paye pas ses impôts, qui ne déclare pas ses employés, etc. Il y a encore un travail à faire au niveau de l'image que l'entrepreneur a. Troisièmement, c'est la culture de l'échec. Nous avons une société, je parle toujours de la culture, nous avons toujours une société qui ne pardonne pas l'échec. C'est-à-dire on est très intolérant vis-à-vis de quelqu'un qui a échoué, que ce soit à l'école, que ce soit dans la société. Et tout ça, ça bloque les gens pour passer à l'acte, pour devenir entrepreneurs. Donc tout le travail que nous avons fait, que ce soit au niveau du CJD ou au niveau de pas mal d'organisations, d'associations, c'est de faire changer cet esprit-là, que ce soit au niveau des universités, au niveau des écoles primaires, au niveau des chômeurs. On essaie un petit peu de changer cet esprit-là et cette image négative de l'entrepreneur. Fatem Zahra Oukacha, directrice générale de CID Maroc, vous êtes d'accord sur le constat aujourd'hui, l'entrepreneur a une mauvaise image? Bon, là, Hicham Zoubeiri, ancien président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, nous dit, bon voilà, mais ça concerne uniquement le Maroc profond. Est-ce que vous voyez dans le Maroc profond aussi beaucoup d'entreprises, beaucoup de potentialité de créer des emplois? Donc, moi, je me pose vraiment la question par rapport à ça. Votre question, elle concerne le monde urbain, Casablanca est similaire oui, parce ou il me le semble... Maroc profond? Non, mais le Maroc profond, est-ce que déjà on a suffisamment de personnes qui portent des projets dans le Maroc profond? Et ensuite, est-ce que véritablement, aujourd'hui en 2015, on peut dire que l'entrepreneur a une mauvaise image? Je redonne la parole juste après Hicham Zoubeiri. Oui. Alors moi déjà, j'aimerais confirmer avec vous la définition d'entrepreneur. Est-ce que par entrepreneur, vous entendez toute personne qui prend du risque, qui fait des efforts pour gagner son propre argent, pour créer des opportunités pour elle-même et les saisir? Ou alors un entrepreneur, c'est un entrepreneur à très fort potentiel qui va devenir milliardaire un jour ou l'autre. Si on parle de la première catégorie, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs dans le Maroc profond qui se lèvent chaque jour, qui n'ont aucun choix. Il n'y a pas d'opportunité de salariat dans le Maroc profond autant que ce qu'on peut trouver en ville. Donc ces gens-là, ces Marocains qui sont dans le Maroc profond, ils n'ont pas le choix. Ils sont entrepreneurs de fait. Sauf que ce sont des gens
et c'est là où je suis d'accord avec Hicham, ce sont des gens qui ne sont pas accompagnés, qui n'ont pas eu l'éducation qu'il faut, et ce sont des gens qui ont des horizons très limités, et du coup leur ambition se limite à payer les factures. Par contre, j'aimerais revenir à votre question, est-ce qu'il y a plus de promoteurs dans l'entrepreneuriat que d'entrepreneurs ? Écoutez, tout le monde ici autour de la table fait partie de cet écosystème de promotion de l'entrepreneuriat. Écoutez, tout le monde autour de la table, je suis certaine que tout le monde autour de la table serait d'accord avec moi qu'on a besoin de 10, 100, 1000 fois plus de promoteurs de l'emploi. Pourquoi de l'entrepreneuriat? Pourquoi? Parce que nous avons besoin de l'entrepreneur pour que l'entrepreneur puisse créer de l'emploi, puisse offrir un avenir meilleur au Maroc. L'État aujourd'hui ne peut pas prendre cette responsabilité de créer de l'emploi pour tout le monde, ne peut pas prendre la responsabilité de créer de la valeur là où il faut créer de la valeur. Et donc notre seule solution dans ce pays, comme partout dans le monde, c'est l'entrepreneur. Et donc prêcher pour qu'il y ait moins d'entrepreneurs ou moins de promoteurs d'entrepreneuriat, je pense que ce ne serait pas une bonne idée. Mais par contre, personne ne l'a fait, j'ai juste posé la question, est-ce qu'il n'y a pas plus de promoteurs de l'entrepreneuriat ou d'entrepreneurs que d'entrepreneurs à proprement parler, hein, parce que je ne pense pas. Quand on voit le nombre d'entrepreneurs qui sont là sur le marché, qui ont du mal à faire décoller leurs entreprises et qui ont besoin d'un tout petit chouïa, et je salue le travail que font tous les gens autour de la table, que ce soit Hicham avec l'Entrepreneurship Academy ou Fatem Zahra Biaz dans son coworking space ou Saïd dans son accélérateur de projets sociaux. Non, on a besoin de beaucoup plus parce que non seulement il y a beaucoup d'entrepreneurs sur le terrain qui galèrent et qui ont besoin d'un petit peu d'accompagnement, d'un petit peu de développement de compétences, d'un petit chouïa d'investissement et d'un petit peu d'accompagnement. Et il y a aussi beaucoup de potentiel d'entrepreneurs qui sont entrepreneurs, qui veulent entreprendre, mais qui ont besoin d'être accompagnés pour justement dépasser la barrière de la culture, du manque de compétences, du non-accès au talent, de la crise économique, et les barrières sont très nombreuses. Hicham Zoubeiri, vous voulez réagir juste après. Ce sera Abnoubi Aboulara, président du Centre marocain pour le développement et la démocratie et entrepreneur. Moi, juste également. Par rapport à l'écosystème, oui, effectivement, on a besoin de beaucoup plus, c'est-à-dire au niveau quantitatif, mais aussi au niveau qualitatif, parce que je pense que tout l'écosystème est concentré sur les grandes métropoles, et c'est un écosystème qui n'est pas assez présent sur tout le Maroc. Donc ça, c'est très important, et il faut que les jeunes entrepreneurs que nous accompagnons nous disent qu'il manque de visibilité sur l'écosystème. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'organismes qui font la même chose. Donc le jeune entrepreneur, celui qui veut passer à l'acte d'entreprendre, n'a pas assez de visibilité par rapport à cet écosystème aujourd'hui qui est là. Voilà. Abnoubi Aboulara, président du Centre marocain pour le développement et la démocratie. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans votre question, c'est de comprendre que l'entrepreneuriat est un projet difficile. Pas n'importe qui peut réussir l'entrepreneuriat. Assez important d'un point de vue personnel, mais également familier le plus souvent. Donc justement, avoir autant de promoteurs de l'entrepreneuriat, je pense que cette question, aussi centrale qu'elle est, parce qu'il faut aussi la positionner dans le cadre du contexte international, c'en est fini avec ce modèle économique standard. Tout le monde aujourd'hui est en mesure de fabriquer des voitures, de fabriquer des produits basiques. D'accord. Il faut aller au-delà de la standardisation pour pouvoir attirer de nouveaux consommateurs. Aujourd'hui, ce qui permet à l'iPhone de faire toutes ses ventes, première entreprise bénéficiaire dans le monde, justement le fondateur c'est un entrepreneur, il faut le rappeler, c'est qu'elle est en mesure chaque jour de proposer dans un esprit entrepreneurial. C'est ça aussi la définition, est très important de le souligner. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement la création d'entreprise, mais également le développement de tout projet, la conquête du marché, aller vers de nouveaux clients, pouvoir générer des bénéfices, créer de la valeur et au passage, bien sûr, créer de l'emploi. Donc, je disais que dépasser ce modèle standard économique, c'est être en mesure, non seulement sur je dirais, des actes d'entrepreneuriat de base, standard, dans le Maroc profond, mais aussi dans n'importe quel pays du monde. Beaucoup d'entrepreneurs sont là, et, par exemple, ils vont dans leur champ, ils cultivent, c'est de l'entrepreneuriat. Mais ce qui va permettre, bien sûr, de gagner des parts de marché au niveau international aujourd'hui, que toutes
est en train de changer, qu'on voit la technologie en train de, je dirais, s'intégrer dans tous les systèmes, dans tous les processus, à tous les niveaux, il faut, je dirais, donner une autre ampleur à cet acte entrepreneurial dans lequel l'État... Ça, c'est une étape peut-être supplémentaire sur laquelle on n'est peut-être pas forcément aujourd'hui très au point. Donc peut-être ramener le débat à une réalité marocaine. Je vais la ramener, je vois votre réalité. Mais il faut aussi dire que l'entrepreneuriat, c'est à tous les niveaux. Il ne faut pas oublier l'entrepreneuriat public. Aujourd'hui, nous avons énormément de domaines dans lesquels l'État, la nation marocaine gagnerait à voir l'État investir en fait de manière massive en mobilisant l'investissement public et l'achat public pour lancer des entreprises marocaines capables de créer des produits dans le réseau, dans l'informatique, dans les télécoms, au lieu de revenir sur le marché international. Donc, cette question, elle est compliquée, elle est complexe, c'est une question de destinée. D'accord, il faut vraiment la repositionner dans cette envergure et à partir de cet instant, on va se saisir de l'importance de cet acte de créer de l'emploi, d'accord, créer de la richesse, parce que ce n'est pas facile. Je disais que ce n'est pas un acte naturel dans le sens où, au départ d'une vie, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est bébé, en fait, on est pris en charge totalement. Si on n'a pas il y a une étape de transition dans laquelle, à un moment donné, on doit comprendre dans une société qu'on doit se prendre en charge et qu'on doit peut-être prendre les autres en charge. C'est pour ça que l'entrepreneuriat est également un acte très social, très culturel. Et c'est important de le souligner parce qu'il faut s'en rendre compte, il faut justement qu'il y ait des promoteurs de l'entrepreneuriat, il faut que les institutions, il faut que le politique également se saisissent de cette question, comme d'ailleurs c'est le cas dans beaucoup de pays. Aujourd'hui en France, l'entrepreneuriat, ça a été décidé sous la présidence de Hollande, aujourd'hui est intégré dans le cursus scolaire à partir en fait du CP. On a tout le temps, pendant toute sa scolarité... un autre ministre de l'Éducation nationale. Oui. Vous savez, aujourd'hui, on est très en retard sur ces questions. Vous allez dans les universités marocaines, l'entrepreneuriat, c'est la dernière chose à laquelle ils pensent. Moi, j'enseigne l'entrepreneuriat. Quand je dis à mes étudiants, vous allez créer des entreprises, ils me regardent. C'est-à-dire qu'ils ont du mal, ils sont même pas dans la question, quoi. Ils sont très très loin du réflexe. C'est un réveil assez lent et justement on gagnerait beaucoup à ce que ça commence très tôt parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui on est dans un entrepreneuriat par défaut. Je suis dans une famille d'entrepreneurs, je deviens entrepreneur par accident. D'accord. Mais un entrepreneuriat dans lequel il y a une volonté, il y a de l'encadrement, comme dans des clubs où on crée des joueurs, de vrais entrepreneurs. Aujourd'hui, on a besoin vraiment de rendre nos écoles de quasi-incubateurs, de quasi-pépinières qui vont permettre à nos jeunes. Alors, restons sur l'école, j'aimerais aussi faire réagir notamment Fatem Zarabiez, consultante et entrepreneur elle-même. Est-ce que c'est vraiment par l'école qu'il va falloir passer pour essayer d'inculquer encore davantage cette volonté d'entreprendre chez nos jeunes? C'est l'école ou c'est plutôt la famille, le cadre juridique, le cadre fiscal et autres qui comptent? Écoutez, je pense que c'est un tout. C'est un environnement et puis un individu. C'est-à-dire qu'entreprendre, ça veut dire que la personne doit avoir envie d'entreprendre. On ne peut pas pousser les gens malgré eux à entreprendre et on ne veut pas que tout le monde devienne entrepreneur. Il va y avoir des entrepreneurs et il faut des salariés. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les gens aient l'état d'esprit entrepreneurial, c'est-à-dire un état d'esprit où on est dans la prise de risque, l'innovation, le dépassement de soi, la recherche de l'excellence, le travail collaboratif, l'esprit d'équipe. Donc, bien sûr que l'école doit et les universités doivent absolument jouer leur rôle parce que ceux qui deviendront les futurs entrepreneurs, c'est les étudiants qui sont sur les rangs, assis sur les rangs de l'école. Et donc, c'est très important de pouvoir développer cet état d'esprit entrepreneurial, d'inculquer les valeurs entrepreneuriales dès la petite enfance. Et ça me paraît être quelque chose d'indispensable. Ensuite, est-ce que ça veut nécessairement dire qu'à la sortie de l'école, les étudiants vont devenir entrepreneurs? Pas forcément. Pas tous. Pour moi, c'est pas tous. Et heureusement peut-être aussi. Heureusement aussi. Enfin, certains choisiront de l'être et d'autres rejoindront des entreprises, des jeunes entreprises qui sont en train de se créer ou qui viennent de se créer, ou de grandes entreprises. Mais le plus important, c'est que... Le problème, c'est que parfois, quand vous posez la question aux étudiants, ils vous disent non, c'est un peu cadenassé, c'est un peu fermé. Il n'y a que les grandes entreprises, il n'y a que de l'espace pour les grandes entreprises. Autrement, vous allez être une petite structure qui n'aura peut-être pas
une durée de vie assez intéressante, assez longue, parce que bon, je rappelle quand même les chiffres de la mortalité des entreprises nouvellement, on va dire, créées, ça fait quand même peur, je veux dire, quand on voit un petit peu les chiffres au Maroc. Bien sûr, entreprendre, c'est un acte courageux. Enfin, se lancer dans l'aventure entrepreneuriale n'est pas quelque chose de facile, ni d'aisé, ni tout le monde n'a peut-être pas envie de se lancer dans cette aventure. Non, mais est-ce qu'on a autant d'échecs, par exemple, dans d'autres pays à économie similaire? Je pense que le taux d'échec est une composante intégrée dans l'entrepreneuriat. On commence et on tombe une fois, on tombe deux fois, et puis après on réussit. On tombe pas un peu plus au Maroc? Je ne sais pas si on tombe plus au Maroc qu'ailleurs, je ne pense pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que comme on n'est pas dans une mentalité anglo-saxonne qui, elle, promeut justement cette culture de, pas forcément l'échec, mais en tout cas apprendre de ses leçons, effectivement, on a peur de tomber. Mais tomber fait partie du processus, c'est-à-dire que on peut monter une boîte, échouer. Moi-même, j'ai monté une première entreprise et j'ai échoué. Et je suis très heureuse d'avoir raté cette première boîte-là, parce que j'ai jamais autant appris de ma vie. Et tous les jours, je rencontre des difficultés et je me construis par toutes ces difficultés et ces barrières que je surmonte au fur et à mesure. Donc, c'est une composante qui me paraît nécessaire. Oussaïd Bouaya, directeur des opérations et finances au Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. D'abord, j'aimerais parler, quand on parle d'entrepreneur, pour moi, je vois quelqu'un qui met son savoir-faire économique pour créer une structure qui répond à des problématiques économiques, peut-être sociales, sociétales, etc. Et sur ce point de vue, je vois l'entrepreneur comme une personne qui a besoin de skills et de compétences en termes de... Disons qu'il y a le volet stratégique, le volet managériel, il y a le volet aussi soft skills. Et ça, en fait, ça peut s'apprendre, etc. Après, il y a une contradiction, comme je veux rejoindre ce qui a été dit sur le système scolaire et qu'il y a beaucoup de choses à faire. En fait, c'est vrai parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui a 18 ans d'avoir des compétences en communication, en élaboration d'idées, trouver des défis, trouver des problématiques, des solutions à des problématiques, etc. en un an ou en un laps de temps. Donc il y a vraiment quelque chose à se faire dès le jeune âge. Et c'est là où on peut vraiment avoir une génération d'entrepreneurs qui savent ce que c'est d'identifier des problématiques, de trouver des solutions claires à ces problématiques, etc. Après, pour le taux de mortalité, disons, des startups ou des entreprises, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire, même en France, il y a 2 sur 3 qui échouent au bout de 2 ans. Et en Angleterre, pareil, mais après, le taux de succès est différent. Donc, ceux qui réussissent en Angleterre ou aux États-Unis arrivent à des chiffres d'affaires extrêmement intéressants. Au Maroc, j'imagine qu'il y a plus, c'est-à-dire qu'il y a plus parce que c'est tout un écosystème, moi je dirais manquant aussi, donc tout ce qui est accompagnement et même en termes de soft skills. On a mis en place des structures pour monter d'abord son entreprise, je pense au CRI notamment. Aujourd'hui, combien d'entreprises enfin, je ne vous demande pas le chiffre, mais en même temps, je me pose la question, et si vous avez le chiffre, tant mieux, mais combien d'entreprises passent par le CRI pour se constituer, justement? Mais j'ai l'impression que, il y a matière aussi là à réfléchir peut-être l'attractivité de ces centres. Je n'ai pas le chiffre, mais j'ai fait une étude, j'ai cherché et j'ai pas trouvé de chiffre cohérent. Parce qu'au niveau du ministère, au niveau de HCP, c'est des chiffres complètement différents et je peux pas... Et ça se rejoint pas, il n'y a pas une fourchette... Non, voilà, vraiment, de mon côté, je veux pas avancer de chiffres. Sur plusieurs thématiques aussi, je ne veux pas, c'était un effort personnel qui n'a pas abouti à un bon résultat, disons. Mais je dirais aussi, je suis rentré au Maroc il y a 1 an et demi. J'ai vu les initiatives, etc., mais je vois pas en fait sur quelles bases elles ont été fondées. Est-ce qu'il y a eu des études, etc. Et donc là, ça manque aussi. Et je vois que beaucoup, par exemple, on se parle de lenteur administrative, mais c'est vrai, en fait, et c'est aberrant, en fait, quand on voit que pour recevoir un financement, on est d'accord, mais on reçoit un financement 9 mois après, c'est déjà trop tard. Au bout d'1 mois, 2 mois, c'est déjà trop tard. Donc le taux, j'imagine qu'il est beaucoup plus haut qu'ailleurs. Fatem Zahra Oukacha, directrice générale de SID Maroc, et juste après Hicham Zoubeiri. Moi, j'aimerais revenir sur le rôle de l'école. Évidemment, on est tous d'accord autour de cette table. Tant pis pour le débat. Ouais. Moi, je pense que le rôle de l'école, effectivement, c'est la participation à la création de l'entrepreneur. Mais pas seulement. L'école, elle est là pour former tous les Marocains.
et ceux qui vont devenir entrepreneurs et ceux qui vont faire partie des équipes de ces entrepreneurs-là. Maintenant, le rôle de l'école, c'est d'enseigner l'esprit analytique, le travail d'équipe, la confiance en soi, la prise d'initiative. Après, il y a toujours un petit groupe qui va se déconnecter de la masse, qui va avoir un sens de prise de risque, qui va être plus autonome, plus créatif, avec un sens de leadership qui dépasse les autres, et du coup qui va pouvoir mobiliser du monde autour de lui, et du coup devenir entrepreneur. Mais le fait qu'on enseigne l'entrepreneuriat dans l'école, c'est pas seulement utile pour l'entrepreneur, mais c'est aussi utile pour ceux aussi qui ambitionnent de devenir salariés, parce qu'il n'y a pas de mal à ambitionner à devenir salarié et faire une carrière corporate. Mais le fait d'enseigner la prise de risque, la prise d'initiative, de développer la confiance en soi et tous les soft skills dont Oussaïd a parlé, fait que plus tard, quand on se retrouve en entreprise, les gens arrivent à travailler en équipe, arrivent à travailler au sein d'une entreprise, même s'ils ne sont pas entrepreneurs eux-mêmes. Donc c'est bien de développer les entrepreneurs, mais c'est aussi bien de développer tout le monde et de travailler sur la compétence de tout le monde, de sorte à avoir des salariés qui sont productifs et qui apportent de la valeur à l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Maintenant, pour revenir à votre point par rapport au CRI, on n'a pas d'études. La dernière étude qu'on a eue de la part de CRI Casablanca, c'est que 80% des entreprises créées disparaissent au bout de 2 ans. Maintenant, est-ce que ces entreprises font faillite, ou alors est-ce que c'était des entreprises fantômes? On ne sait pas, mais le fait est que ce calcul a été fait sur la base de la délivrance des certificats négatifs, qui ne veut absolument rien dire. C'est juste une personne qui a enregistré une enseigne. Maintenant, est-ce que tout le monde passe par le CRI? Sûrement, une grande partie des gens passent par le CRI, mais est-ce que c'est ça l'entrepreneuriat, de passer par le CRI? Non, mais c'est juste pour voir l'efficacité finalement de ces structures, parce que si on met ça en place à Casablanca et dans d'autres villes, il passe directement par le CRI, ou alors il passe par un fiduciaire qui lui-même passe par le CRI. Donc, pour moi, ce chiffre, même si on l'a, qu'est-ce que ça nous apporte comme indication? Je ne sais pas. Hicham Zoubeiri, entrepreneur et ancien président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. En fait, moi, j'apprécie que le débat s'arrête beaucoup sur le rôle de l'école et de l'enseignement par rapport à la création de cet esprit-là d'entreprendre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour nous au CJD, l'esprit d'entreprendre, sa source, c'est surtout l'esprit d'initiative. Malheureusement, on n'a pas dans nos cursus aujourd'hui existants, on n'a pas de formule pour inculquer ou pour initier les jeunes à développer, surtout les écoliers au primaire, à développer cet esprit d'initiative. Je salue en fait sur l'écosystème actuel qui existe, il y a des associations qui sont spécialisées dans la promotion de l'entrepreneuriat dans les écoles. Et je salue en fait le travail énorme qui est fait par Injaz al-Maghrib, qui font de l'enseignement de l'entrepreneuriat dans les écoles. Ce n'est pas une peine perdue d'enseigner l'esprit d'initiative dans les écoles, parce que les gens qui ne vont pas être entrepreneurs vont devenir des cadres ou des employés entreprenants. Aujourd'hui, je pense qu'on a une problématique au niveau des recrutements pour trouver des gens qui ont un esprit d'initiative, qui ont des idées nouvelles à proposer aux entreprises. Donc même au niveau de l'emploi, c'est très utile. Deuxième point, l'échec d'une entreprise, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de mal. Je pense que la normale, c'est que les gens créent leur entreprise, qu'ils échouent et il n'y a aucun souci. Ce qui n'est pas normal, c'est surtout les contraintes et les obstacles. Je rappelle que le droit à l'entrepreneuriat est un droit constitutionnel. Le droit à l'initiative privée des gens. Au Maroc, on reconnaît le droit. Ce n'est pas un luxe, c'est un droit de tout un chacun. Donc c'est à l'écosystème, c'est à l'État, c'est à tous les intervenants de mettre en place les conditions nécessaires pour réussir cet acte. Juste deux choses pour revenir à la culture dont j'ai parlé tout à l'heure, notre culture. Le verbe entreprendre en arabe, j'aimerais bien qu'on me le dise parce que je suis un petit peu ignorant sur ce point-là. J'ai beau chercher le verbe entreprendre, même l'entrepreneur en arabe, ce n'est pas le muqawil, ce n'est pas ce n'est pas le mustatmir, c'est pas l'investisseur. Ouais. C'est-à-dire, vous voyez des petits détails qui, normalement, ce qui est reconnu aujourd'hui au niveau des Nations Unies, c'est Riyadil A'mal. Mais ça ne reflète pas exactement le mot entrepreneur. Deuxièmement, si je vous donne le mot libéralisme,
en arabe, c'est libéralia, alors que le communisme, c'est l'ishirakia. On a traduit tous les termes. Le mot libéralisme pose problème. Et ça, s'il y a des gens qui peuvent me dire le contraire, ça serait bien de me le faire signaler, parce que ça me travaille un petit peu pour dire, est-ce que le fait que le libéralisme économique pose problème? Non. Il faut qu'on trouve des termes propres à nous au Maroc pour dire, voilà, l'entrepreneur, lui donner sa vraie signification. Je ne trouve pas en arabe dialectal. Fatem Zahra Biaz, consultante et entrepreneur, voulait réagir? Oui, je voulais réagir justement par rapport à ce point. Je pense que on parlait d'éducation au niveau des écoles, et là on parle du fait qu'effectivement il y a peut-être un vocabulaire qu'il faut repenser ensemble. Je pense que cette formation, elle doit être à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat qui permettra justement de créer de l'emploi, de créer de la richesse économique, etc., ça, c'est des notions sur lesquelles il va falloir sensibiliser les différentes composantes, les différents acteurs et parties prenantes qui participent à cet écosystème. Donc, ça peut passer par les pouvoirs publics, pour mieux comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'un entrepreneur, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, quels sont les dispositifs à mettre en place. Comme disait tout à l'heure Oussaïd, le fait de mettre 9 mois, 1 an, voire 2 ans avant de débloquer des fonds, ce n'est pas quelque chose d'acceptable aujourd'hui si on veut développer l'entrepreneuriat. Il faut sensibiliser aussi les grandes entreprises à l'importance d'avoir un écosystème de jeunes acteurs et de pouvoir justement permettre à des nouveaux entrants, à des toutes jeunes boîtes d'avoir leur première chance et leur première référence et pouvoir avoir qu'on puisse acheter leurs services. On doit pouvoir sensibiliser les médias également à l'importance de l'entrepreneuriat, et je parle de l'entrepreneuriat comme étant une notion différente pour moi de l'homme d'affaires. L'entrepreneuriat, ça demande quoi? Ça demande du temps, ça demande de la patience et ça demande un certain nombre d'efforts. Aujourd'hui, un homme d'affaires, c'est aussi ça. Hein. Non, en fait, aujourd'hui, on a l'impression, quand on parle aux gens, ce qu'ils souhaitent, c'est gagner de l'argent très vite, avec un minimum d'efforts et dans un laps de temps le plus court possible, ce qui est absolument incompatible pour moi avec la notion d'entrepreneuriat, qui demande de l'effort, du temps, de l'engagement, du travail, de la longue haleine, de la persévérance, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire un travail de fond pour partager ces valeurs qui sont fondamentales pour développer un entrepreneuriat nouveau, surtout que pour moi aujourd'hui, je pense qu'on est dans l'entrepreneuriat, c'est pas juste au Maroc. Aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur, n'importe quel freelance peut vendre ses services à l'échelle internationale. Rien ne nous empêche aujourd'hui de conquérir le monde depuis le Maroc. Donc du coup, il faut jouer avec les mêmes règles et donc avoir le même état d'esprit et donc petit à petit baisser un certain nombre de barrières qui bloquent fondamentalement aujourd'hui les entrepreneurs. Abn Bia Boularab, président du Centre marocain pour le développement et la démocratie, parmi les arguments, en tout cas des personnes qui voudraient entreprendre, mais en même temps qui n'osent pas franchir ce cap, c'est le code du travail. On dit que nous avons un code du travail qui serait rigide, qu'il va falloir repenser. Hein. Il date, je le rappelle à nos auditeurs, de 2004. Est-ce que on évolue bien évidemment dans une conjoncture internationale quand c'est dominé par la crise, par l'incertitude. Est-ce que cet argument tient aujourd'hui la route quand on le brandit comme argument, comme justificatif d'un non-investissement ou d'un acte d'entreprendre qui n'aurait pas vu le jour? Alors, l'entrepreneuriat est un acte, comme a dit ma collègue, au départ demande beaucoup de courage, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Lorsqu'on commence un projet, on est en difficulté parce que nous avons engagé beaucoup de charges, beaucoup de dépenses, et en contrepartie, nous avons encore du mal à percer sur le marché, donc à faire des rentrées d'argent. Face à cette situation, bien évidemment qu'il y a beaucoup de charges, de difficultés, et parmi elles, les charges sociales qui sont relatives au Code du travail. Je dirais que le législateur marocain a pris en considération ça, il a mis en place un certain nombre de mesures qui permettent de pallier à cette charge. Par exemple, les emplois aidés par la NPME, pendant 2 années, je pense, renouvelables, vous pouvez avoir recours à l'ANAPEC, en fait, qui vous permet d'avoir des salariés sans leur payer bien sûr des charges sociales, le temps que vous que vous soyez en mesure d'être équilibré. Mais sauf que c'est limité à 6 000 dirhams. Vous ne pouvez pas engager par exemple des cadres ou on va dire des personnes très compétentes, parce qu'à 6 000 dirhams vous embauchez qui pratiquement des personnes qui c'est
c'est pas des bac plus 5, quoi. Je suis d'accord que... Et vous avez besoin, dans un premier temps, peut-être de personnes très compétentes pour vous accompagner dans votre nouvelle aventure. Je suis d'accord que ça fait partie du problème. Mais face à cela, les entrepreneurs concernés sont justement les très petits entrepreneurs ou les très petits projets qui n'ont pas les moyens d'engager ou de mobiliser beaucoup de ressources qui peuvent leur permettre d'engager des compétences, je dirais, à très grande valeur. Aujourd'hui, en fait, il y a des systèmes de financement et justement l'entrepreneur doit intégrer dans son business plan, je dirais, la facture sociale. Et oui, au cas où il demande des crédits, il faut penser à cela qui est aussi, je dirais, attention à cette idée, un facteur de réussite. Les ressources humaines de l'entrepreneur, quoi qu'il commence un projet, il doit savoir s'entourer de bonnes personnes, de personnes qualifiées. Et bien sûr, ces personnes qualifiées, c'est de la valeur, il faut les payer, il faut bien les rémunérer. La question que nous devons nous poser, ce n'est pas est-ce que le code du travail est assez rigide, parce que je ne pense pas que nous ayons un code du travail plus rigide qu'ailleurs, comparé à d'autres pays comme ceux d'Europe. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut faire une ingénierie de projet qui soit en mesure justement d'intégrer toutes ces contraintes de nature à permettre à l'entrepreneur de réussir et en se permettant d'avoir les ressources. Ça, c'est très important. Il ne faut pas regarder les ressources humaines comme une charge. Moi, je refuse ça. Au contraire, c'est un atout de réussite majeur. Fatem Zahra Oukacha, directrice générale de SID Maroc. Vous n'êtes pas tellement convaincu par les arguments de Abni Aboularab? Écoutez, moi, je suis tout à fait d'accord avec Abni quand il dit qu'il faut s'entourer de ressources compétentes. Qu'il faut considérer l'équipe comme un capital plutôt qu'une ressource, tout simplement. Mais ça, c'est quand tout va bien. Mais après, quand il faut se séparer c'est exactement le point auquel je veux arriver. Maintenant, tout ça, c'est bien beau et qu'il faut prévoir le budget pour se séparer de certaines ressources ou d'une partie de son capital humain quand les choses vont mal. Maintenant, on peut mettre sur son fichier Excel ce qu'on veut, son fichier pour son business plan. On peut vraiment mettre tout ce qu'on veut, tous les zéros qu'on veut. Après, où est l'argent pour financer tout ça? Je ne sais pas où est l'argent pour financer tout ça. Je ne connais pas un seul investisseur qui va financer un business plan où on prévoit de se séparer de ses ressources humaines. Maintenant, est-ce que le code du travail est contraignant? Évidemment qu'il est contraignant. Je vous défie de trouver un seul entrepreneur qui vous dirait le contraire. Un seul chef d'entreprise ou dirigeant ou cadre dirigeant en entreprise qui vous dirait le contraire. Le code du travail marocain est un code du travail qui est là pour une seule chose, unique chose, c'est protéger le salarié. C'est très très bien, c'est très bien. C'est très bien de protéger le salarié. Mais l'entrepreneur, qui c'est qu'il protège? Qui c'est qu'il défend? L'entrepreneur qui prend du risque, qui s'engage vis-à-vis des investisseurs et des banques, qui prend des crédits personnels, qui peut aller en tôle. Et là, ça va être encore pire à partir de 2007 si le projet de loi de finances passe. Par rapport à la fiscalité? Par rapport à la prison pour la première fraude. En sachant que en sachant que pour la plupart des petits entrepreneurs, l'accès au conseil fiscal est juste du dream total. On n'a pas les moyens. Les TPE n'ont pas les moyens de se payer un conseiller fiscal. Le fiduciaire ne donne pas de conseils. Et donc, il est très facile de faire des erreurs. Et après, maintenant, on vient nous dire qu'on va auditer à 10 ans plus loin, 10 ans en arrière. Et si on trouve une seule faute, on va aller en prison. Non, mais on marche sur la tête, quoi. Maintenant, le code du travail, c'est bien de protéger les salariés. Mais je peux vous assurer qu'on réfléchit... On réfléchit pas à 2 fois, pas à 10 fois, pas à 100 fois. Je peux même pas vous dire à combien de temps on passe à réfléchir avant de prendre la décision de recruter. Et évidemment, quand on veut recruter des ressources, déjà la TPE et l'entrepreneur qui démarre n'a pas accès aux talents, parce que les talents sont dragués par les grands groupes, par les si vous proposez banques, un salaire etc. intéressant, il viendra. Je vous propose de poser la question à plusieurs entrepreneurs, start-upers, des entrepreneurs qui démarrent, qui proposent des salaires plus intéressants que les salaires des grandes entreprises. Mais les talents cherchent le confort. Les talents, il y a des talents qui veulent prendre du risque, qui vont croire en cet entrepreneur, en cette start-up, en ce projet-là, et qui vont prendre du risque avec lui. Mais combien sont-ils? Quand on a l'OCP qui propose un job à la même personne que celle à qui une start-up a fait un job, eh ben, je peux vous dire que dans 99% des cas, on privilégie la sécurité talent, en même temps quand on choisit une structure comme exactement. Comme celle-là. Donc déjà, on n'a pas accès aux talents. Les talents sont très très chers
Et l'entrepreneur non seulement il n'est pas protégé par le code du travail, mais en plus il n'a aucun avantage fiscal. Vous avez parlé Abnbi a parlé de l'ANAPEC et vous avez souligné à juste titre que le budget que prévoit l'ANAPEC n'est pas un budget qui nous permet d'avoir accès aux talents. Autre chose aussi, aucun encouragement pour l'entreprise qui démarre ou alors pour la petite entreprise comparée à la grande entreprise. Il y a quand même des avantages fiscaux qui ne sont pas des moindres. Si, au départ, il y a en relation avec le code du travail? Non, pas en relation avec le code du travail, mais avec la fiscalité qui est impliquée aux TPE et aux petites structures. Là, on est d'accord, le taux de l'IS, tout simplement, mais rien concernant la CNSS ni l'IR. Le nouveau statut de l'auto-entrepreneur est également. Alors on reviendra sur ce statut en particulier, on va le laisser pour tout à l'heure. Juste, parce que c'est une question intéressante. Pour moi, il y a deux catégories d'entrepreneurs. La première catégorie dans laquelle on peut ranger toute personne qui est elle-même porteuse en fait d'un savoir-faire, d'accord, qu'elle a entre ses mains, qu'elle a dans sa tête, et qui en fait devient, si vous voulez, le premier salarié d'elle-même. Elle se salarie chez elle-même. Je m'emploie moi-même. Dans ce cas-là... Croyez-moi que 99% des entrepreneurs ne touchent pas de salaire. Exactement. Ça fait 3 ans que j'ai ma boîte, j'ai pas encore touché. Vous les sortez d'où? Parce que là, 99%, vous avez... Non, j'ai pas de statistiques, mais encore une fois, je suis entrepreneur. Il y a des entrepreneurs autour de la table et Hicham, Fatem Zahra peuvent en attester aussi. Je ne connais pas d'entrepreneurs qui touchent un salaire les 2 premières années. Je pense que c'est assez illusoire de croire qu'on va pouvoir toucher un salaire en démarrant parce que justement, on est tellement investi, on a tellement envie de pouvoir monter son projet. Chaque dirham, chaque centime sert juste à essayer de survivre. Donc, payer un salaire, ça me paraît un luxe alors, je incroyable. Termine parce que je suis dans je suis dans la même catégorie que vous. Heureusement, je me paye un petit salaire. Mais la première catégorie, justement, c'est vraiment je n'ai pas envie de m'exprimer ainsi, mais le très petit entrepreneur qui a juste les moyens de se créer son propre emploi. Donc, alors, à partir de cet instant où il stabilise son emploi, il va commencer à réfléchir à recruter une deuxième, une troisième personne. C'est peut-être non, mais ce qui va lui permettre de recruter ou pas, excusez-moi de vous interrompre, c'est peut-être le carnet de commandes. C'est pas forcément qu'il ait sécurisé son emploi. S'il a sécurisé son emploi et que ça lui suffit pour avancer, je veux dire, pourquoi il est bien d'accord. On est dans une logique. Non, mais avant de recruter, ce qui va lui permettre d'abord de s'employer soi-même, c'est le carnet de commandes. Je le rappelle encore une fois, je décide de devenir entrepreneur parce que j'ai une prestation, j'ai un savoir-faire, j'ai un métier, j'ai une expertise qui peut se transformer en un produit, je dirais, qui peut générer de l'argent. Ça, c'est la première règle. Si vous n'avez pas ça, allez faire autre chose. Soyez salarié. Alors, il faut d'abord, lorsque nous nous engageons en tant qu'entrepreneurs, je dirais de manière personnelle, c'est que ce savoir-faire, cette valeur ajoutée, on la porte nous-mêmes. Donc, nous sommes le premier, je dirais, salarié de cette entreprise que nous créons. Alors, si je pense à recruter, c'est que cette entreprise commence à se développer. Et bien sûr, cette personne que j'engage avec moi dans cette aventure, elle n'a aucune responsabilité. Elle viendra non pas en tant qu'entrepreneur, autrement il faut chercher un associé. Je ne vois pas de quelle logique ou de quel, je dirais, argument je ferais subir à cette personne qui viendrait être salariée, je dirais, les risques de mon entreprise. Donc il faut protéger ces salariés et je pense qu'il faut les intégrer. Et d'ailleurs, cet effort que permet aujourd'hui l'ANAPEC de recruter pendant 2 années une personne sans lui payer de charges sociales, il faut savoir que c'est un effort considérable qu'acceptent ces employés, ces salariés de faire au profit d'entreprises qui sont encore en gestation, en incubation, et qui sont encore en train de se chercher. Donc, cette question sociale, excusez-moi, je refuse de mettre le risque de l'entrepreneuriat sur le dos des salariés. Ce n'est pas parce que il faut trouver des solutions ailleurs. Non, mais, je pense qu'il faut trouver des solutions ailleurs dans un acte entrepreneurial courageux, dans une entreprise en fait dans laquelle on prend toutes les précautions pour réussir, dans des aides peut-être. Mais vous n'êtes jamais à l'abri des aléas. Je veux dire, une crise, vous faites quoi si la crise perdure? S'il n'y a pas de commande pendant 6-7 mois, vous faites comment? Là, ce n'est pas une question spécifique aux entrepreneurs, c'est une question qui concerne tout le monde. Vous êtes obligé de licencier. Je veux dire, si vous êtes vraiment entrepreneur,
entrepreneur, vous devez licencier si ça va mal. Vous savez, après, le licenciement économique aujourd'hui n'est pas interdit encore au Maroc. faut-il le prouver, et c'est sous l'autorité qui n'est pas la vôtre. Hein, le licenciement économique est tout à fait possible aujourd'hui. Si vous avez une recrudescence une baisse de chiffre d'affaires, une perte d'un client. Mais il vous faut l'autorisation du gouverneur. C'est-à-dire que même la possibilité de licencier ne vous appartient plus, vous qui avez créé cette entreprise. Donc voilà, les dés sont pipés, j'ai envie de dire quelque part. Mais après, c'est à vous de voir. Moi, je suis pas entrepreneur, et tant mieux si ça se trouve. Fatem Zahra Diaz, consultante et entrepreneur. Le licenciement économique, vous demandez à quelqu'un de ne plus venir, il vous attaque en justice et après. Non, ça c'est un licenciement abusif. Non, ça c'est un licenciement abusif. Et il vous attaque en justice et c'est facile à gérer. Et au lieu de passer mon temps avec mon client, je vais le passer avec mon avocat. Il est fait pour des raisons économiques. Mais ce que je vous dis, c'est que le licenciement économique et structurel, je pense que pour des raisons technologiques et structurelles, c'est comme ça qu'on l'appelle, vous ne pouvez pas le faire, même si vous êtes chef d'entreprise, même si c'est votre propre entreprise, vous l'avez créée avec votre propre argent, vos propres mains, etc. Vous ne pouvez plus, la décision ne vous appartient plus, elle appartient au gouverneur, et jamais, ou c'est rare, où un gouverneur vous donne l'autorisation de licencier quelqu'un pour ce motif-là. C'est ça le problème au Maroc, malheureusement. Ça, c'est la réalité du terrain, c'est ce que dit la loi, c'est ce que disent les textes. Malheureusement, c'est comme ça, je n'y peux rien. Bon, Fatem Zahra Diaz, consultante et entrepreneur. C'est vrai que sur ce point, quand on est entrepreneur, on y pense à plusieurs fois avant de recruter, puisque là, actuellement, moi-même, je suis en train de faire cette démarche de recruter pour la première fois. On sent une certaine responsabilité par rapport à des personnes qui vont, elles, peut-être quitter leur poste pour pouvoir vous rejoindre. Donc, on a envie de pouvoir leur assurer un futur et de pouvoir construire une histoire la plus longue possible. Ces personnes, aujourd'hui, savent que c'est une petite boîte qui a un risque. Et donc, du coup, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a une grande partie des talents qui n'est pas forcément attirée par ce risque. Donc aujourd'hui, on a il y a un certain nombre de jeunes qui, eux, ont été confrontés au monde de l'entrepreneuriat via des organisations comme Enactus, qui les ont sensibilisés au monde d'entrepreneuriat, qui sont prêts aujourd'hui à prendre ce risque, à rejoindre des start-up et puis à vivre cette aventure entrepreneuriale. En revanche, quand on s'adresse à des personnes qui, elles, ont 5, 6, 10 ans d'expérience, c'est beaucoup plus difficile de les séduire et de faire en sorte qu'elles quittent un job qui est plutôt sûr, un salaire qui est plutôt confortable pour rejoindre une aventure qui est incertaine. Donc, un support de l'État via un certain nombre d'allégements de charges ou une facilité à pouvoir justement se séparer de quelqu'un en cas de problème, pas parce qu'on en a envie, mais parce qu'à un moment donné, on n'a pas les commandes ou on n'a pas les éléments financiers pour pouvoir assurer la vie de cette entreprise-là, ce serait quelque chose de fortement apprécié. Hicham Zoubeiri, entrepreneur et ancien président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Vous voulez réagir ? En fait, je ne voudrais pas réduire ce débat à un débat sur l'emploi ou sur le droit du travail. Je pense que la problématique de l'entrepreneuriat est plus importante que c'est une variable. Salariés, oui, aujourd'hui, je pense, pour diagnostiquer, selon mon humble expérience, la problématique aujourd'hui au Maroc, c'est comment répondre à une masse de jeunes qui ont un grand potentiel, qui sont diplômés ou pas diplômés, et qui ne trouvent pas de travail parce que, comme vous savez, même c'est-à-dire les prévisions de la croissance économique au Maroc, les plus optimistes n'arrivent pas à absorber toute cette offre en matière de ressources humaines au Maroc. Comment proposer à ces gens-là une autre voie qui est l'entrepreneuriat, qui est une voie normale, et je le répète, qui est un droit, et comment éliminer tous ces obstacles, toutes les contraintes qui sont posées. Et aujourd'hui, c'est ça la problématique au Maroc. Au Maroc, nous avons des TPE. Nous n'avons même pas les statistiques. Combien de TPE ? On parle de 3 millions, de plus de 3 millions, mais il y a beaucoup plus. Nous avons la possibilité au CJD et dans le cadre d'Entrepreneurship Academy, nous faisons des formations dans les points les plus reculés. On était à Rachidia ce week-end, on était à Midelt, Khnifra, Ouarzazate, Tinghir. Vous savez, quand on voit ces gens-là qui sont prêts à absorber, ils n'ont besoin de rien. Ils n'ont pas besoin. Ils ne vous demandent pas le financement, ou ils vous demandent juste l'accompagnement, juste qu'on partage, qu'on leur dise voilà la vie d'un entrepreneur. Voilà qu'on les forme. Ils ont tous
un savoir-faire dans la fabrication de tapis ou de quelque chose d'artisanal, mais ils ont besoin des autres compétences entrepreneuriales. Et nous leur proposons ce genre de formation au niveau des compétences entrepreneuriales. Vous avez parlé des soft skills. Ces gens-là ont besoin de ça. Et c'est ça. Aujourd'hui, je pense que tout l'écosystème et toutes les politiques nationales doivent s'orienter sur cette cible, parce que c'est ça la problématique aujourd'hui du Maroc au niveau de l'entrepreneuriat. Moi, je veux qu'on réponde aux marchands ambulants, qu'on chasse, mais à qui on ne nous donne pas une alternative. Il faut que l'écosystème s'intéresse à cette cible, parce que c'est des entrepreneurs pour moi qui ont besoin d'être accompagnés aussi. Il y a un statut pour les marchands ambulants. Ambulants. Et c'est écrit comme ça. Hein. C'est sorti, c'est en vigueur. Ouais, ça existe. Au niveau de la fiscalité, en tout cas, il y a tant mieux, mais il faut de l'accompagnement. Il faut de la formation à ces gens-là, parce que c'est ça aujourd'hui la problématique. Deuxièmement, je voudrais juste dire que tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Il y a l'administration. L'administration marocaine aujourd'hui, elle doit être, c'est-à-dire un vecteur de développement de l'entreprise. Elle ne doit pas être un obstacle. Aujourd'hui, en 2015, on ne doit plus accepter que l'administration marocaine met les bâtons dans les roues des entrepreneurs. Aujourd'hui, l'entrepreneur a besoin de clients, a besoin d'aller prospecter, de chercher des commandes. Il n'a pas besoin de passer beaucoup de temps dans des administrations où il n'y a pas de visibilité. On ne sait pas. Parfois, on va dans une administration, on nous demande de ramener des pièces, et après le lendemain, on vous demande une autre pièce, et ainsi de suite. L'entrepreneur n'a pas le temps. Il faut essayer un petit peu d'aider l'entrepreneur au niveau de la transparence de tout ce que demande l'administration à l'entrepreneur, pour qu'il y ait une certaine confiance entre l'administration et l'entrepreneur. Je pense qu'on est tous dans nous avons les mêmes objectifs, c'est-à-dire la croissance, le développement de notre pays. Donc il faut qu'on travaille main dans la main. Deuxièmement, il faut que les grandes entreprises fassent aussi du portage. Il faut qu'elles aident. Il faut que les chefs des grandes entreprises sortent de leur bureau un petit peu, de leur société. Et ils ont le temps pour ça. Ils doivent avoir le temps. Je pense que nous payons des impôts, nous payons des taxes. C'est pas nécessairement en numéraire. Il faut aussi réserver 10% de son temps. C'est ce qu'on dit au CJD. On dit il faut réserver 10% de son temps à aider les autres, à aider les jeunes entrepreneurs ça rentre dans le cadre de la performance sociétale des entreprises. Il faut qu'il y ait un certain portage. Et ça, on l'avait proposé au niveau de l'export. Des entreprises qui prospectent, qui participent dans des salons à l'étranger, ça ne leur coûte rien de porter, d'emmener 2 ou 3 TPE, que ce soit dans le même secteur ou dans des secteurs proches, pour les emmener prospecter et participer à des salons. C'est quelque chose de très très simple. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la coopération qui ne coûtent rien. Je dis bien qui ne coûtent rien. Aujourd'hui, nous manquons de maisons d'entrepreneurs. Ces entrepreneurs-là se sentent seuls, ils se sentent isolés. On lance un jeune entrepreneur ou un entrepreneur de TPE tout seul dans l'environnement. Il croit qu'il est le seul à vivre ces problèmes. Alors qu'en essayant de réseauter ou de les faire rencontrer sur des thématiques ou juste qu'on se raconte les problèmes, je pense que ça aide l'entrepreneur à casser cet isolement et à dire voilà, je ne suis pas seul. Donc effectivement, ce genre de problèmes sont des problèmes qu'on peut surmonter parce qu'il y a telle ou telle personne qui a réussi. Voilà. Madame Zarabiez, consultante et entrepreneur. Oui. Effectivement, j'aimerais réagir et je cautionne tout à fait ce que vous dites. Aujourd'hui, il est indispensable que chacune des parties prenantes dans cet écosystème joue son rôle et prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, un certain nombre vous les appeliez tout à l'heure les promoteurs de l'emploi, un certain nombre d'organisations qui sont sur le terrain, qui ne parlent pas, mais qui agissent vraiment pour le développement de l'entrepreneuriat. Et on sait qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un vecteur pour le développement économique et le développement social. Donc, effectivement, ce point sur créer des maisons, créer des espaces où les entrepreneurs peuvent se retrouver, peuvent échanger, peuvent apprendre les uns des autres, peuvent networker, peuvent rencontrer, trouver des opportunités d'emploi, de business, etc. C'est indispensable. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le New Work Lab. Depuis 2 ans et demi maintenant, on a un espace qui a vraiment permis de fédérer un certain nombre d'entrepreneurs, de leur expliquer que l'entrepreneuriat, c'est pas obligé que ce soit une aventure solitaire. Il y a d'autres entrepreneurs qui vivent les mêmes
difficultés. Et si vous venez, vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes comme vous qui sont confrontées aux mêmes problèmes et qui vont pouvoir s'entraider. Et puis de cet espace, on a pu voir aujourd'hui la création d'entreprises, parce que beaucoup d'entrepreneurs sont passés de personnes sont passées de l'envie d'entreprendre à vraiment passer ce pas. On a participé justement à planter ces graines de soft skills qui sont comment accepter l'échec, comment dépasser cet échec-là, comment pouvoir s'entraider, créer un esprit de collaboration, créer quelque part pour moi un esprit de génération. C'est une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est en train de prendre en main sa vie et qui souhaite construire des choses. Et aujourd'hui, on facilite ce travail-là. Ce travail-là, aujourd'hui, je pense, des différents acteurs, ce sont des initiatives privées ou associatives, mais qui ne sont pas aujourd'hui suffisamment encouragées ni par les pouvoirs publics, ni par justement les chefs d'entreprise ou d'autres acteurs. Et cet écosystème-là, effectivement, nous, on est le terrain. On fait bouger les choses et je pense que depuis 2, 3 ans, 4 ans, les choses ont changé. Enfin, moi, pareil, quand je me suis installée en 2012, j'étais seule. Il n'y avait aucune organisation qui pouvait m'accompagner et c'est la raison pour laquelle j'ai créé New Work Lab. Donc, je pense que les choses ont changé, mais on doit absolument saluer le travail de terrain qui est fait tous les jours par des gens qui sacrifient de leur temps, de leur sueur pour construire ça. Et ce que j'ai envie de dire, ces pouvoirs publics, ces grandes entreprises, les médias, chacun doit jouer son rôle et chacun a une responsabilité. Ce que j'ai envie de dire en anglais, mais meet us halfway. Enfin, nous, on ne va pas pouvoir changer le monde tout seul. C'est un effort collaboratif. Donc, nous, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a qui sont très limités. Il est temps que tout le monde joue le jeu. Et Chamzoubel, rapidement, je avant pense de passer que le travail parole qui est fait aujourd'hui par la société civile est à saluer au Maroc. Aujourd'hui, nous avons des institutions comme les chambres de commerce qui sont absentes. Les chambres de commerce doivent normalement ouvrir leurs portes aux jeunes entrepreneurs pour réseauter, pour se rencontrer, pour exactement ce qui a été dit. Ce sont des institutions qui existent avec des budgets, mais quelle est leur valeur ajoutée? Il faut se poser cette question. Fatem Zahra Oukacha, directrice générale de SID Maroc. Et puis après, j'aimerais bien qu'on parle aussi des organismes de crédit, du financement et puis des banques, puisque ce sont des partenaires indispensables pour l'entrepreneur. Fatem Zahra Oukacha, vous voulez réagir? Alors tout à l'heure, Mehdi, vous avez challengé Hicham par rapport au patron et au temps qu'il devrait consacrer à l'accompagnement des entrepreneurs ou à l'encouragement des entrepreneurs. Et moi, j'aimerais partager ma modeste expérience dans ce domaine-là, surtout par rapport au programme de mentoring de SID Maroc. En fait, on a l'impression que ces patrons de grandes entreprises, de ces multinationales sont intouchables et qu'ils sont insensibles à la cause de l'entrepreneuriat. Erreur. Depuis 3 ans, je fais pratiquement du porte-à-porte et croyez-moi, il m'est très rarement arrivé de tomber sur un patron qui a dit non, je ne veux pas donner 2 heures ou 3 heures par jour ou par semaine mais pour il va pas conseiller. Vous le dire comme ça, peut-être, il va vous le dire autrement. Non. Je ne veux pas, c'est difficile ils disent oui, ils donnent des créneaux, ils donnent des rendez-vous à ces entrepreneurs-là. Mieux encore, ils mobilisent leurs équipes et ils viennent avec leurs équipes au rendez-vous B2B qu'on organise pour ces entrepreneurs-là pour qu'ils puissent avoir un accès direct aux acheteurs et aux différents cadres qui peuvent placer des commandes auprès de ces entrepreneurs-là. Ils viennent aussi pour animer des sessions ou des ateliers d'échange d'expériences qui vont durer 3, 4, 5 heures. Et très souvent, ils invitent ces entrepreneurs-là à dîner ou à déjeuner pour passer encore plus de temps avec eux. Et ce qu'il faut savoir, et ça, tous ceux qui côtoient les entrepreneurs passionnés en deviennent addicts. Vous pouvez dire addict. Addict, c'est que la passion et l'énergie qu'a un entrepreneur est juste irrésistible. Un patron d'entreprise peut dire oui, je peux m'engager à 1 heure par mois. Dès qu'il a passé 1 heure avec un entrepreneur, il prend le téléphone, il m'appelle et il me dit ok, on peut passer à 2 heures ou à 3 heures. Je peux passer pour animer un atelier. Et donc, il faut juste aller vers eux. Et c'est cette barrière-là, c'est des réflexes comme celui que vous venez d'avoir qui font que beaucoup d'entrepreneurs sont un petit peu dans leur coin, qui restent isolés. Et moi, je suis très contente et je suis tout à fait d'accord avec Fatem Zahra que les 4-5 dernières années, on a vu une énergie incroyable dans l'écosystème entrepreneurial. Il y a 10 ans, il n'y avait pratiquement rien. Il n'y avait rien, il y avait 2-3 associations. Aujourd'hui, on a beaucoup plus qui accompagnent les entrepreneurs. Un grand regret, il n'y a que des associations, que des ONG. L'État, absent, complètement absent. Les quelques initiatives,
vont toucher 500 000 entrepreneurs par an, mais ça fait tellement de communication, ça crée tellement d'attentes que pour 500 ou 1000 entrepreneurs qui vont bénéficier d'une subvention, on en a 10 000 ou 20 000 ou 1 million qui ont perdu leur temps à rassembler un dossier administratif qui est juste pas possible pour une TPE ou pour une PME, qui ont recruté des talents pour justement travailler sur ces business plans qu'on va leur demander de ramener. Et puis finalement, on se pose toujours des questions, on continue à y croire, on continue à toquer à des portes, on continue à assister à des focus group, à organiser des meetings avec eux. Mais aujourd'hui, dans l'écosystème, il n'y a que les associations. Les investisseurs sont absents, ils ne veulent pas prendre de risques. Les banques sont absentes, elles ne veulent pas prendre de risques. L'État a démissionné. Oussaïd Boya, directeur des opérations et finances au Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. Ouais. Par rapport aux problématiques auxquelles les entrepreneurs font face, je tiens juste à rassurer. En fait, on vient d'organiser un lab avec un Reasonable Institute, qui est un pionnier de l'entrepreneuriat social aux États-Unis. En fait, on vient aux mêmes un peu conclusions, disant qu'un entrepreneur partout dans le monde, eux qui accompagnent des entrepreneurs de vraiment de partout dans le monde, c'est les mêmes problématiques. L'entrepreneur, il ne connaît pas son descriptif de poste, il n'a pas de descriptif de poste, c'est à lui de l'élaborer et de savoir de qui il a besoin en plus. Il n'a pas forcément de réseau dès le début, il n'a pas forcément accès au financement, etc. Donc c'est un peu les problématiques auxquelles font face presque tous les entrepreneurs en fait. Et je tiens à souligner l'importance de ces programmes d'accompagnement au Maroc ou partout. Et nous, par exemple, quand on a fait l'accélérateur, c'était basé sur une étude qu'on avait faite en 2014 qui recensait tous ces besoins. Et on avait les mêmes conclusions. D'où, là, l'offre qu'on a, c'est pas juste de l'accompagnement. En fait, c'est toute une offre. Il y a l'espace physique où les gens peuvent venir travailler, rencontrer, créer des synergies, ne pas se sentir seuls, pleurer s'ils en ont besoin. C'est vraiment tout un... c'est un espace physique où ils peuvent se réunir. Il y a l'accompagnement. Et là, je rejoins avec... Fatem Zahra par rapport aux mentors qui ont un rôle essentiel en fait dans l'accompagnement et de montrer les bonnes pratiques et les réflexes pour ne pas perdre de temps, pour ne pas échouer pour une simple raison en fait. Après, on a une offre d'accès au financement. Il y aura la plateforme de crowdfunding qui sera là au début 2016. Voilà, c'est vraiment tout un écosystème qu'il faut apporter à ces entrepreneurs pour ne pas se sentir seuls et les aider à avancer rapidement. Hicham Zoubeiri, entrepreneur et ancien président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, et par la suite la problématique du financement. Je voudrais juste vous challenger par rapport à ça. Il faut qu'il y ait de l'impact sur les jeunes entrepreneurs, sur tout le Maroc, qui veulent entreprendre. Aujourd'hui, j'ai une petite remarque et après, c'est à vous de me confirmer ou pas. C'est que l'écosystème aujourd'hui est beaucoup plus présent à Casablanca ou à Rabat. Il faut démocratiser ce genre d'activités et d'initiatives que vous faites parce que c'est très important d'aller dans des villes, c'est-à-dire qu'on oublie parfois parce que c'est là où se fait l'avenir du Maroc. Fatem Zarabiaz, une réaction, s'il vous plaît. Fatem Zarabiaz, juste avant, juste après vous, excusez-moi, Abdel Biaboula, allez-y, Fatem Zarabiaz. Ouais. Effectivement, ce point est essentiel, puisqu'il n'y a pas que Casa, il n'y a pas que Rabat. Mais pour démocratiser ces initiatives, il faut de l'argent. Parce que nous-mêmes, moi personnellement, et je pense que chacune des personnes autour de cette table, s'investit et a payé de sa poche. Mais on ne peut pas, nous, remplacer l'État. On ne peut pas, il n'y a aucune. Moi, je suis prête aujourd'hui à aller dans n'importe quelle ville du Maroc. Je suis prête à déployer mes programmes partout et je suis sûre que c'est le cas pour n'importe laquelle des personnes qui sont autour de la table. On meurt d'envie de le faire. Donnez-nous l'opportunité. Donc, pour pouvoir le faire, c'est pas nous qui allons pouvoir nous financer. Et je reviens juste sur un point qu'avait évoqué Fatem Zahra Okacha par rapport au rôle de l'État. On ne veut pas que l'État fasse les programmes, ce n'est pas son rôle. Nous, on sait faire notre travail, chacun son travail. L'État doit faciliter le cadre, l'État a de l'argent et peut mettre à disposition des moyens financiers, je parle d'argent, pour nous permettre, je suis sûre que si aujourd'hui on nous donne les moyens financiers, on peut changer la donne au Maroc. Les talents existent, les initiatives qui existent, on construit toutes des choses incroyables à partir de rien. Donc si on a les moyens, on peut changer le Maroc tous ensemble. Enfin, j'ai aucun doute par rapport à ça. Hamdi Aboularab, entrepreneur et président du Centre marocain pour le développement et la démocratie. Merci Semedi. Alors je souhaite réagir parce que je suis d'accord avec l'ensemble de ce qui a été dit, portant sur la notion d'écosystème essentiellement. Ce que je souhaite ajouter par rapport à cela,
c'est que en fait, c'est un effort global. C'est vraiment l'effort d'une nation. C'est très récent, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Maroc. Tout le monde peut remarquer une sorte d'élan global vers l'entrepreneuriat. Vous avez posé la question justement, est-ce qu'il n'y a pas plus de promoteurs de l'entrepreneuriat que d'entrepreneurs? Parce que c'est vrai qu'on en parle et beaucoup d'acteurs, en fait, moi je vois autour de moi chaque jour de nouveaux acteurs agir, que ce soit pour l'entrepreneuriat de la femme ou pour... Alors, ce que je souhaite dire, c'est que cette question, justement, il faut la poser dans le cadre plus global des orientations globales de l'État et des politiques économiques de l'État. Nous vivons dans un monde ouvert, d'accord, fait d'échanges commerciaux, fait de compétitivité, fait de parts de marché internationales sur l'ensemble des produits, sur l'ensemble des services. Le Maroc aujourd'hui, et c'est ça qui fait la richesse ou la pauvreté d'une nation, c'est vrai que c'est son produit intérieur, mais c'est également la balance de son échange. Nous devons aujourd'hui penser cette question de l'entrepreneuriat dans le cadre de cette promotion que nous souhaitons faire de ce pays pour en faire une puissance économique montante, internationale. C'est pour ça que je souhaite parler également de l'entrepreneuriat qualitatif, qui porte une vraie valeur ajoutée. On peut être entrepreneur en ouvrant un snack. D'accord, ça fait un snack de plus. Qui va prendre une part de marché, mais c'est tout à fait... emplois. Ça fait un emploi aussi. Mais c'est tout à fait respectable. Là, comprenez-moi. Il y a un gâteau qu'on doit partager. Je ne sais pas, ce n'est pas parce qu'on ouvre un snack, je ne suis pas contre l'ouverture de snack. J'ai tout le respect pour les propriétaires de snack. Mais ce n'est pas parce que j'ouvre un snack à côté d'un autre que le nombre de personnes qui vont consommer les repas dans un quartier va augmenter. Ça peut augmenter, mais comprenez-moi et permettez-moi de terminer mon idée. L'entrepreneuriat qualitatif, c'est un entrepreneuriat dans lequel il y a une vraie valeur ajoutée qui est apportée au niveau, soit de l'échange, import-export, c'est qu'il va permettre au Maroc d'importer moins, d'accord, soit il va permettre au Maroc d'exporter plus. Et dans ce sens, j'ai envie de rappeler les expériences internationales qui permettent à des pays aujourd'hui d'être des pionniers, d'être des puissances économiques, que ce soit le Brésil, que ce soit la Chine. Il faut savoir que le nombre d'incubateurs créés, par exemple, par semaine en Chine est considérable. Mais cette expérience a d'abord commencé aux États-Unis. Ce qu'on appelle le triangle d'or. C'est la proximité entre le capital, entre les cerveaux et entre les entreprises. D'accord ? Entre l'université, entre les investisseurs et entre les entreprises. C'est la notion d'écosystème. Il faut aujourd'hui aller, c'est vraiment quelque chose que nous devons penser de manière, horizontale, de manière transversale. Il faut qu'il y ait une volonté, il faut qu'il y ait des réseaux, il faut qu'il y ait une mise en commun, il faut qu'il y ait des connexions. Il faut que cette cause soit vraiment aujourd'hui une cause de priorité parce que c'est aussi un levier sur lequel le Maroc peut rebondir sur beaucoup de domaines. Dans le secteur de l'aéronautique aujourd'hui, nous avons des entreprises à capital marocain qui créent aujourd'hui de la valeur ajoutée dans l'aéronautique. Le premier avion marocain sera produit par un capital marocain. C'est pour dire, pour ne pas trop monopoliser la parole, pour moi, il y a d'abord la volonté d'entreprendre. Cette volonté, c'est l'école qui doit la donner. D'accord ? C'est aussi tout le corps associatif, c'est le débat. Il faut créer une sorte de conscience nationale autour de la question de l'entrepreneuriat. Ensuite, il faut donner des aptitudes à ces entrepreneurs. Il faut les accompagner, justement, en termes de formation, en termes de coaching, en termes de centres d'encadrement, en termes d'incubation, de pépinière. Et plus globalement, entre ces deux choses, donc les attitudes et les aptitudes, il faut tout un écosystème national dans lequel on joue une partition assez cohérente, assez jolie, assez belle, dans laquelle l'acte d'entrepreneuriat est vraiment célébré, encouragé, et surtout l'acte entrepreneurial de qualité, qualitatif, qui va permettre au Maroc... Moi, j'ai envie de parler de l'entrepreneuriat public dans ce sens, parce qu'il y a
il y a un vide abyssal. C'est vraiment inadmissible ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'argent public, vous savez que l'investissement au Maroc aujourd'hui se monte au niveau du budget à quelques 189 milliards de dirhams. Et si on regarde dans ces investissements combien de prestations, combien de solutions, combien de produits, de services, je dirais, on pourrait les produire par une sorte de centrale nationale, je dirais, d'investissement, d'innovation. Ce n'est pas, par exemple, impossible de faire ce qu'on, par exemple, ces bases de données en fait souveraines, comment on les appelle, l'iCloud. Pourquoi ne pas avoir un iCloud national souverain? C'est tout à fait possible, dans lequel on peut, par exemple, stocker toutes les données d'ordre national, souverain, que ce soit ceux de l'intérieur, ceux de la justice. Aujourd'hui, on loue des centres à l'étranger, au niveau national, parce qu'il y a un problème toujours de masse critique. Mais si on fait la totalité de tout l'investissement public engagé par l'État, mais également par toutes les institutions publiques, mais aussi par toutes les grandes entreprises citoyennes qui voudraient encourager l'entrepreneuriat national dans le sens des technologies, dans le sens on peut créer un label, une offre nationale, un produit national qui est en mesure de satisfaire aujourd'hui tous les besoins, je dirais, de l'achat public. Hicham Zoubeiri, entrepreneur et ancien président des centres, plutôt du centre des jeunes dirigeants. Juste pour rendre à César ce qui est à César, on ne peut pas dire que l'État est quasiment absent par rapport à la problématique de l'entrepreneuriat. Il y avait quelques initiatives, d'ailleurs, on n'en a pas parlé d'ailleurs pendant le débat, c'est Moura Walati, mais pas seulement. L'État avait quand même essayé de faire... C'est pas une référence pour moi. Donc, mauvais exemple. Non, mais est-ce que c'est la faute à l'État, justement? C'est pour ça que je voulais revenir tout à l'heure au moyen de financement, parce que les banques aussi ont une part de responsabilité dans peut-être cet échec que je voulais avoir un petit peu... Justement, juste pour parler de votre point de vue là-dessus. Du rôle de l'État et répondre à ma collègue Fatem Zahra par rapport au financement. Je pense qu'aujourd'hui, Maroc PME fait un travail énorme et s'associe dans le cadre des partenariats privés-publics avec des organismes sérieux qui ont des projets intéressants et qui ils peuvent financer certaines actions d'associations. Donc je vous invite à aller les voir avec un dossier complet. Donc ils sont là à travailler. Il y a aussi la stratégie industrielle au Maroc, c'est des écosystèmes performants. Je pense que cette stratégie, pour une fois, pense à ce qu'on appelle l'écosystème, donc à développer des locomotives, des industries locomotives ou des entreprises locomotives qui vont pousser aussi, qui vont tirer des TPE et des PME. Et ça, je pense que c'est louable. Pour revenir au financement, pour vous faciliter la tâche, Mehdi, financement est un obstacle. Est un obstacle à la TPE ou à l'entrepreneur pour qu'il démarre. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une banque qui peut prêter à un jeune entrepreneur qui démarre. On va me dire, mais c'est pour ça que j'ai parlé parce qu'il y avait quand même la garantie de l'État, il y avait une certaine garantie, il me semble, si je ne me trompe pas. Et quand même, les banques n'ont pas joué le jeu. En fait, il y a beaucoup de communication sur ça, mais aujourd'hui, nous avons, d'après l'expérience que nous avons sur le terrain, des jeunes qui viennent nous dire, écoutez, moi je démarre, je n'ai pas de garantie, je n'ai rien. Je suis parti voir la banque, on m'a dit qu'il y a la caisse de garantie, donc il y a une possibilité. Mais c'est très lourd. C'est très très lourd. C'est la réalité. Qu'est-ce qui est lourd? Lourd, les procédures et d'attendre. Dans les procédures, qu'est-ce qui est lourd pour les C'est d'attendre la garantie pour que la banque vous octroie un crédit sans garantie, pour que cette garantie de l'État vienne. C'est ça Déjà, pour constituer le dossier administratif, il faut ou recruter quelqu'un qui va s'en occuper, ou alors laisser tomber les clients, la gestion de l'équipe, et au lieu de se concentrer sur son chiffre et sa marge, se concentrer. C'est très compliqué. Sans parler des déblocages, en fait, pour les fonds, ça prend encore beaucoup plus de temps pour débloquer ces fonds, même si on est d'accord. Ceci dit, encore une fois, pour rendre à César ce qui est à César, la CCG fait du travail remarquable. Remarquable. Est-ce que je peux... Merci Hicham. J'aimerais juste, avant qu'on passe au financement, revenir au rôle de l'État. C'est clair que la société civile attend du financement de l'État et c'est clair que les entrepreneurs attendent aussi du financement. Mais à mon avis, pas seulement. Ce n'est pas l'unique rôle de l'État, parce que sinon, on garde nos impôts pour nous-mêmes et on se paye entre nous tout l'argent qu'on veut. Parce que finalement, l'argent de l'État, c'est l'argent des impôts. On n'a pas juste besoin de financement. Les entrepreneurs ont besoin que les structures d'accompagnement, qu'elles soient entreprises ou organismes à but non lucratif, soient financées.
On a besoin aussi que le cadre réglementaire soit facilité. On a besoin que les procédures soient facilitées. On a besoin que l'accès aux données soit facilité. Il y a une initiative de Open Data qui a vu le jour, mais qui ne s'est pas du tout développée. Aujourd'hui, quand on va sur le site opendata.ema, on trouve quelques données, mais qui ne peuvent absolument pas être utiles à un entrepreneur qui veut faire une étude de marché. On a besoin que les talents soient formés. Aujourd'hui, on ne trouve personne à recruter. Vous êtes un peu sévère, là. On trouve personne à recruter. C'est vrai, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Et pour les petites entreprises, et pour les entrepreneurs qui démarrent, et pour les grandes entreprises, et pour les multinationales. C'est-à-dire le rôle de l'État pour développer l'entrepreneuriat, c'est pas seulement le financement ou les thématiques classiques qu'on traite, mais c'est aussi la formation de ces ressources qui vont travailler au sein de l'entreprise. C'est aussi d'être à l'écoute, parce que les besoins des entrepreneurs changent. Aujourd'hui, le monde est en train de se métamorphoser. Les business models, Abn Bia en a parlé tout à l'heure, sont en train de radicalement changer. Est-ce qu'aujourd'hui l'État a écouté l'économie participative ou l'économie du sharing? Est-ce qu'aujourd'hui on a une solution pour Airbnb? Il y a plus de 1000 appartements sur Airbnb à Casablanca qui fonctionnent en toute illégalité parce qu'il n'y a pas de cadre réglementaire. Est-ce qu'aujourd'hui on a une solution pour Uber, pour le transport, pour Uber et e-taxi, Karim, et je les salue tous au passage, qui essayent de faire du bon travail et qui essayent de créer de l'emploi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'écoute des métamorphoses de l'écosystème entrepreneurial. Il n'y a pas une écoute des nouveaux business models qui demandent une réglementation adaptée. Aujourd'hui, il n'y a pas non plus, et je pense que je suis convaincue que c'est le rôle de l'État, la création d'outils de financement adaptés aux besoins de 2015 et de 2020 et de 2025, parce que le rôle de l'État aussi, c'est d'anticiper et de faire en sorte que les outils soient disponibles pour les entrepreneurs quand une métamorphose se fait. Et puis, finalement, on parle tout à l'heure de carnet de commandes. La demande publique aujourd'hui au Maroc constitue plus de 70%. Est-ce que l'État travaille avec les petits entrepreneurs? Oui. Est-ce qu'elle respecte le quota des 20% pour les PME? Oui. Mais or, il y a beaucoup plus de TPE que de PME au Maroc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour la TPE? Non. Et puis même quand une TPE arrive à travailler avec l'État, est-ce qu'elle arrive à se faire payer? Ça, c'est un autre débat, effectivement. Et l'État est le pire payeur du pays. Ouais. C'est une honte. Un État qui se dit être là pour rendre service. Moi, je salue les efforts de Maroc PME, de la CCG. Mais est-ce que c'est suffisant pour contrer tout le dégât que crée l'État marocain? Non, mais est-ce que c'est un frein, ça aussi, à l'entrepreneuriat? La justice aussi, quand un entrepreneur a un problème, est-ce qu'il a recours à une justice? Déjà, la justice coûte très très cher, les délais sont très longs et le temps qu'un juge traite le dossier d'un entrepreneur, il a déjà fait faillite. Fatem Zahra Bias, consultante, non plutôt Hicham Zoubeiri, vous avez gentiment cédé la parole à Fatem Zahra. Merci. Alors, juste par rapport au financement, donc on a parlé de cette problématique, le fait que les banques ne donnent pas en fait des crédits à des TPE ou à des entrepreneurs qui démarrent. Ça, c'est très important. Ceux qui démarrent, ils doivent avoir recours aussi à des financements. C'est peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment enfin en tout cas qu'ils ont mal monté leur dossier, que leur business plan n'est pas forcément intéressant. Il y a une réticence, donc il y a une réticence au niveau des. Parce que c'est l'argument qu'on va vous dire au niveau des banques. S'il y avait un banquier avec nous, il vous dirait non, au contraire, nous les TPE, les PME, etc. on aide, etc. Mais voilà, c'est la problématique du business plan qui n'est pas extraordinaire. Aujourd'hui, on peut ne pas responsabiliser à 100% les banques. Je pense qu'il y a d'autres moyens de financement. Il y a les business angels qu'on n'a pas développés au Maroc. On n'a pas beaucoup, voilà. On n'a pas développé au Maroc. Pourquoi il n'y a pas d'autres alternatives? Il n'y a pas de marché boursier pour les TPE, pour les PME. Ça fait longtemps qu'on parle d'une réforme de la bourse pour qu'il y ait une chambre, juste un compartiment pour les PME, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est encore de l'impossible. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas le capital risque. Capital risque pour les TPE, pour les PME. 95% du tissu économique, et on l'ignore sur ce point-là du financement. Donc aujourd'hui, le financement est effectivement un grand frein pour le développement de l'entrepreneuriat au Maroc. Fatem Zahra Bias, et juste après Abn Bia Boulala. Je pense qu'on va tous être d'accord sur ce point concernant le financement. Aujourd'hui, il n'y a pas les outils nécessaires pour permettre aux entrepreneurs de se développer. Entrepreneur, ce n'est pas un concept global. Entrepreneur, c'est des étapes. Il y a celui qui a une idée, il y a celui qui est en train de développer un prototype, il y a celui qui a mis le produit ou le service sur le marché, qui a encore un autre besoin.
il y en a les entrepreneurs qui ont commencé à vendre et qui souhaitent grandir et passer à une autre échelle. Donc, à chacune de ces étapes, il faut prévoir des moyens de financement adaptés et qui correspondent aux besoins actuels des entrepreneurs. Comme disait Fatem Zahra Oukacha, il faut anticiper. Aujourd'hui, je ne pense absolument pas que les banques soient le bon organe pour financer l'entrepreneuriat. En tout cas, celui dont on parle, je ne parle pas de ceux qui réalisent un certain chiffre d'affaires, mais quand on démarre, la banque, par définition, ne prend pas de risque. Un entrepreneur, par définition, prend le risque. Donc du coup, ce n'est pas la banque qui va financer l'entrepreneuriat, ce sont d'autres structures qui vont accepter de supporter ce risque et il est inhérent à l'entrepreneuriat. Les banques participatives? Je ne sais pas s'il y a des banques participatives, il y a des plateformes collaboratives qui peuvent se développer. Enfin, dites islamique participative, puisque bientôt on devrait... Moi je parle du fait... Non, parce que ces banques prennent le risque, c'est pour ça que... Je ne sais pas si elles prennent... Je ne connais pas cette... Je n'y connais rien, donc je ne me prononcerai pas du tout sur le sujet. Mais je pense que certainement il faut qu'on invente d'autres moyens de financement pour les entrepreneurs, les venture capitalistes, les business angels, etc. Et donc créer un cadre aussi favorable pour que ces outils de financement puissent se développer. Avni Biaboulara, président du Centre marocain pour le développement et la démocratie. Alors, cette question du capital de départ est vraiment une question centrale à l'entrepreneuriat. À chaque fois que j'ai eu à discuter de l'entrepreneuriat, on me sort tout le temps le capital, le financement. Sur le rapport du Doing Business de 2015, le Maroc est honorablement bien placé. On est classé à la 71e place. Comparé à d'autres pays en fait, comme l'Algérie qui est classée 154e place. La Tunisie est un peu mieux placée, elle est à la 60e place. Mais bon, généralement, le Maroc est vraiment en train de faire des efforts de simplification des procédures de création d'entreprises. Et sur le financement, surtout à destination, je dirais, des investisseurs étrangers. Dans ce sens, la tendance globale aujourd'hui est vers la généralisation du guichet unique sur toutes les questions, qu'elles soient d'ordre économique, d'ordre social ou autre. Donc ça va améliorer bien sûr le parcours du combattant de l'entrepreneur. Alors, sur la question du financement, moi ce que je dis à mes étudiants, parce que je suis enseignant, je leur dis, si vous avez une ferme volonté d'entreprendre, et si vous avez une très très bonne idée, voire une bonne idée, enfin, ça ne veut pas dire innovation, mais ça veut dire un projet qui a de l'avenir, qui a de la viabilité. Je peux vous faire une confidence. J'ai été auprès d'un directeur d'agence bancaire, je lui ai présenté un projet. Il me répond, il me dit, tu rigoles, si je pouvais faire un projet pareil, je ne serais pas à ma place. J'aurais changé de... C'est-à-dire que les banques sont également sensibles à l'entrepreneuriat. Les hommes et les femmes de la banque, je dirais, pensent entrepreneuriat, pensent octroi de crédit. C'est vrai que à ce niveau-là, quand il y a du risque, on peut comprendre, je dirais, la logique bancaire de l'évitement du risque. Ce que je propose, et le Maroc est encore loin de cette situation, c'est de mettre en place véritablement ce qu'on peut appeler une banque publique d'investissement. Au lieu de passer par cette structure à 2 étages, il faut aller dans une banque, la banque va demander à la CCG. Non, on va mettre en place une banque qui intégrera probablement la CCG, pourquoi pas, la Caisse centrale de garantie, et cette banque sera l'interlocuteur direct de l'entrepreneur. Et dans ce sens, donc l'État deviendra le vrai, je dirais, parce qu'aujourd'hui, la Caisse centrale, elle garantit 70%. Elle peut garantir jusqu'à 80%. Et d'ailleurs, on exige de l'entrepreneur qu'il apporte 20%. Pourquoi passer par les banques alors dans ce cas-là? Pourquoi ne pas mettre en place une banque comme c'est le cas en France, par exemple? En France, il y a une banque publique d'investissement qui est en train de donner de bons résultats. Donc sur la question du financement, je suis d'accord, en attendant que les choses s'améliorent, en attendant de mettre des financements alternatifs, en attendant de mettre en place, pourquoi pas, une banque publique d'investissement, nous avons aujourd'hui un vrai problème d'accès au financement. La seule solution, c'est d'avoir de la volonté, de la persévérance et d'être convaincant face aux banques et face, pourquoi pas, à sa famille ou à ses amis ou à ses proches qui peuvent financer votre projet. Très bien, merci en tout cas
L'ennemi Abou Al-Arab, peut-être le mot de la fin pour Hicham Zoubeiri, entrepreneur et ancien président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Alors moi je voudrais saisir l'occasion de la nouvelle constitution, de la régionalisation avancée du Maroc pour que les régions et les présidents de régions s'intéressent à l'entrepreneuriat local, à l'entrepreneuriat des régions. Parce que l'entrepreneuriat et les conditions de l'entrepreneuriat à Oujda ne sont pas les conditions de l'entrepreneuriat à Marrakech ou à Dakhla. Donc il faut que ça soit vraiment spécifique. Il faut qu'il y ait des études sur l'entrepreneuriat régional. Donc c'est un champ à développer. Il faut créer des maisons de l'entrepreneur où on rassemble tout l'écosystème, où le jeune ou celui qui veut entreprendre puisse venir pour se renseigner, pour trouver d'autres entrepreneurs qui partagent les mêmes expériences que lui, etc. Je répète que l'Entrepreneurship Academy travaille dans la formation, dans le networking et dans le mentorat des jeunes entrepreneurs. Donc j'invite tous les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, qui sont dans l'entrepreneuriat, à venir au CJD. Voilà, merci beaucoup. Et puis le mot d'affaire également pour Fatem Zahra Biez, consultante et entrepreneur. Bah, écoutez, je pense que les entrepreneurs pour moi sont l'espoir du Maroc, sont ceux qui vont créer la valeur économique et sociale. Comment ? Oui, vraiment des héros, parce qu'ils font face à un certain nombre de défis, ils essayent d'avancer malgré toutes les difficultés et les embûches qui leur sont tendues. Donc du coup, pour moi, vraiment, il est temps que l'entrepreneuriat devienne une priorité nationale, que les organisations qui aujourd'hui travaillent sur le terrain puissent trouver le soutien qu'elles méritent pour pouvoir dupliquer, multiplier leur action au niveau national, parce qu'effectivement, il n'y a pas que Casa et Rabat, il y a tout un tas d'autres villes. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on est prêt pour pouvoir construire un certain nombre de choses. Donc, il n'y a plus qu'à. Fatem Zahra Oukacha, directeur général de Sid Maroc, pour le mot de la fin. Bah écoutez, moi j'ai beaucoup parlé des barrières. Vous étiez un peu négative. Oui, non, j'étais pas. Vous avez un regret là. Non, je n'ai pas de regret. Ce que je veux partager avec les gens qui nous écoutent, c'est malgré tout ça, je ne connais rien de plus jouissif que l'entrepreneuriat. Je ne connais rien qui procure autant de plaisir et autant de fierté que l'acte d'entreprendre. On va échouer, on va passer beaucoup plus de temps à pleurer, à s'énerver, à chercher des solutions. Mais quand on a trouvé la solution, quand il y a le bon de commande qui tombe, c'est un plaisir indescriptible. Donc allez-y, entreprenez. Si vous sentez que vous avez la fibre, allez-y, entreprenez et ne ratez pas votre chance. Et puis j'aimerais aussi au passage parler de Sid. Aujourd'hui, avec le support de Maroc PME, que je remercie au passage, on est dans la possibilité d'accompagner beaucoup plus d'entrepreneurs. Malheureusement uniquement sur Casablanca et sur Rabat. Pour l'instant, les régions attendront. Mais en tout cas, sur Casablanca et Rabat, les bureaux de Sid sont ouverts à tous les entrepreneurs qui désirent se faire accompagner. Et enfin, Ousseid Bouayad, directeur des opérations et finances du Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. Je dirais qu'en fait, avec toutes ces problématiques qu'on a relevées, qu'on a soulevées de l'écosystème entrepreneurial, c'est le moment d'entreprendre des actions à ces problématiques-là et de trouver des solutions peut-être innovantes. C'est au moment des problématiques qu'on peut trouver des solutions innovantes et c'est le moment. Et donc voilà, je vous invite au coworking à Bab el Had, à Rabat, et de rejoindre nos programmes d'incubation et d'accompagnement que vous pouvez trouver sur la page msize.org. Amni Aboulara, président du Centre marocain pour le développement et de la démocratie entrepreneur aussi. Et je finis par dire que l'entrepreneuriat est un moyen, je dirais, de création d'emplois. Aujourd'hui, pour sortir du chômage, il faut des entreprises. Pour qu'il y ait des entreprises, il faut des entrepreneurs. Donc il faut créer le plus d'entreprises possible. Il faut faciliter l'accès à l'entreprise, à la création d'entreprises. Il faut que tout le monde s'engage, je dirais, État, école, entreprise. C'est dommage d'ailleurs, pendant le débat, on n'a pas parlé véritablement du statut d'auto-entrepreneur qui n'a pas forcément bien marché, il me semble. Mais bon, on en fera un autre débat. Ça démarre à peine, on reviendra. Si, ça démarre. Alors comment ? Si, ça démarre. Je pense que c'est en cours de lancement d'une manière. Ça démarre bien, j'ai l'impression. Ça démarre bien parce qu'il y a une forte demande partout. Oui, par rapport à ce statut. On en fera alors une émission. C'est vraiment un statut sympathique. Donc voilà, je souhaite que les choses aillent un peu plus vite parce que c'est vraiment, je dirais, une porte de salut pour beaucoup de
problème au niveau de notre pays. Je souhaitais juste préciser une chose que j'ai dit tout à l'heure en fait par rapport au directeur d'agence bancaire, c'est que d'après mon propre expérience, dès qu'ils ont un projet intéressant, ils financent. Donc il faut de l'accompagnement, il faut les comprendre parce qu'ils sont aussi dans une logique de risque, de rentabilité, de maîtrise des... Voilà, donc il faut aller vers un système équilibré, optimisé, où tout le monde trouve son intérêt. Fatem Zarabiez, rapidement. Hein. Je voulais juste dire qu'il y avait un organisme que je souhaitais particulièrement saluer. Je pense que beaucoup de personnes autour de cette table le feront. C'est OCP Entrepreneurship Network qui vraiment se bat pour le développement de l'entrepreneuriat aujourd'hui au Maroc. Il y a 2 opportunités en ce moment qui sont ouvertes pour les entrepreneurs qui le souhaitent. Il y a la participation au plus grand sommet des startups arabes qui est Rise Up Summit. Donc je vous invite à regarder le site et à vous inscrire. Et ensuite, il y a Total qui vient de lancer une compétition pour permettre aux entrepreneurs de remporter le Challenge Startupper de l'année. Donc 2 opportunités à pas rater pour les entrepreneurs. Merci.